Et je me suis rendu compte qu'il n'y avait plus de bibliothèque, plus de CDI dans les lycées, donc plus de conseillers d'orientation. Il faut dire que c'est un projet qui me touche particulièrement parce que l'intervention de Brenda ce matin, c'était un peu mon histoire il y a plus de 25 ans quand je suis arrivée en France, en sachant qu'à l'époque, on n'avait pas de Campus France et que l'ambassade de France nous délivrait le visa d'études juste sur la base de l'attestation de bourse ou de notre inscription. Donc aujourd'hui, ce projet, je le porte malgré moi, c'est un rêve et j'ai la chance vraiment d'être bien entourée. En 2024, avec mon mari, nous avons fait 4 voyages en 7 mois, nous sommes allés au Gabon, présenter ce projet aux autorités gabonaises. Pour vous faire la liste simple, parce qu'elle est très longue, j'ai été reçue par le ministre de l'Enseignement supérieur, qui a signé une convention avec moi. J'ai été reçue par le ministre de la Culture, le ministre de la Réforme des Institutions, qui l'a présenté au dialogue via la plateforme BOVA. J'ai été reçue par le vice-premier ministre via la planification avec le PNUD. J'ai été reçue par le vice-président, par le conseiller du président, M. Paul Kessani, par Mme Garando, qui est la présidente de la fondation BGFI. C'est pour vous dire que j'ai vu énormément de personnalités pour ce projet. Mais avec de gros sourires, on m'a dit que c'était un projet magnifique, la jeunesse gabonaise, mais que l'État ne pouvait pas me subventionner. Alors je ne me suis pas découragée. Je réponds à des appels à projets. Donc actuellement, je concours pour un appel à projet de 100 000 € de l'AFD. Donc mon projet est retenu, j'espère le voir. Je suis accompagnée par la CEAC qui m'a demandé, donc qui me porte sur ce projet parce que c'est, le plus triste, c'est que mon propre pays ne le fait pas. Donc ce projet va être porté par la Guinée équatoriale. Donc j'ai été reçue par la vice-présidente de la CEAC qui va le marketer pour qu'il puisse être répandu. Il faut savoir que de mon constat avec mon mari, je vous ai dit qu'on est parti, on a fait 4 voyages en 7 mois. On s'est amusé à prendre les lycéens tous les matins, lors de nos trajets. Et on s'est rendu compte que beaucoup en classe de terminale ne savaient pas quoi faire. C'était le premier constat. Et le deuxième constat, c'est que tout le monde veut passer par Campus France pour quitter le Gabon et suivre les études à l'extérieur. Ces médiathèques, en fait, ce n'est pas juste des endroits où les étudiants viendraient pour lire, pour avoir accès à l'espace numérique, mais ce qu'on veut vraiment mettre en place, c'est un réel parcours d'orientation. Donc nous avons via le site internet Gab Campus, qui existe déjà. Là, nous sommes en train de faire une réforme du site pour avoir, via l'espace orientation, un réel parcours d'orientation, suivre les jeunes depuis la classe de 3e. C'est la classe où, effectivement, on se découvre. On peut découvrir un métier par des stages, par des immersions en milieu de travail. Et c'est en cela que ma convention avec le ministère de l'Enseignement supérieur est importante. Actuellement, nous travaillons sur ce parcours d'orientation parce qu'un jeune qui est bien orienté, qui sait quelle formation faire pour avoir un métier précis, une fois qu'il arrive en France, ne pourra pas se réorienter, comme l'a dit l'ambassadrice ou même le compatriote d'avocat, parce qu'effectivement, quand on veut se réorienter, on peut perdre sa bourse ou effectivement perdre son titre de séjour. Pour ma part, je pense que tout se passe au niveau du Gabon. J'ai été reçue par M. Toufin-Jambou, tout simplement parce que j'étais, pour la petite histoire, avec mon mari, nous faisons le taxi pour beaucoup d'étudiants qui arrivent ici. Et nous arrivons de payer les trajets, Paris, Le Havre, Paris, Marseille, à beaucoup d'étudiants, parce que j'ai quand même un petit réseau. Et quand je suis allée à Libreville, j'ai vu M. Jambou, j'ai dit que ce n'est pas possible. Vous envoyez des étudiants à l'étranger, que ce soit en France ou ailleurs. Il n'y a pas de guide d'étudiant. Un étudiant, quand il arrive, déjà, c'est la désorientation totale. Ce n'est pas son environnement, sa famille n'est pas là. Et il n'a aucune possibilité d'avoir des informations sur les démarches administratives ou ce qu'on peut faire. Donc, je lui ai proposé que je pouvais écrire et faire des guides de l'étudiant. Ces guides, je ne vais pas les faire en physique parce qu'on va aller à l'ère du numérique, on va économiser le papier et nos forêts. Donc, ces guides seront inclus sur le site Gab Campus. Ça permettrait aux primos arrivants et même aux étudiants qui sont déjà sur place d'avoir toutes les informations sur les démarches, le type de séjour, la CAF, Pôle emploi. Parce que nous aussi, comme la compatriote, je travaille à France Travail depuis 15 ans dans l'insertion professionnelle. Donc voilà, on va dire que c'est un sujet que je maîtrise assez.
Je veux dire, quand on voit les chiffres aujourd'hui, il y a 41% de taux de redoublement, 36% de réussite au bac. On est aujourd'hui au Gabon à 70% de taux de scolarisation, alors qu'il y a 2 ans, on était à 83%, c'est assez alarmant. Donc je pense qu'aujourd'hui, vu que la population gabonaise, 70% de la population a moins de 25 ans, je pense que pour nos autorités, ça devrait être une priorité. Et je lutte aujourd'hui pour que, via mon projet, on puisse écrire des politiques éducatives et pousser nos autorités, non pas à donner des bourses pour que les jeunes se retrouvent un petit peu partout, mais qu'on puisse construire dans notre pays plus d'écoles, plus d'universités. Parce que je pense que pour moi, ça devrait être une priorité nationale. Donc c'est en ce sens que pour moi, ce projet est important. J'ai entendu le compatriote tout à l'heure dire qu'il faut rentrer et être dans le partenariat, l'entrepreneuriat. Je suis dans l'entrepreneuriat social et je peux vous dire qu'aujourd'hui, quand vous allez au Gabon, je l'ai fait, j'ai fait 4 voyages en 7 mois, il n'y a pas une structure qui nous accueille quand on arrive, quand on a un projet. Ça n'existe pas. Aucune banque ne vous prêtera de l'argent au Gabon à l'heure actuelle. Quand vous venez en tant qu'entrepreneur ou quoi que ce soit, vous n'êtes pas connu. Et même quand vous êtes parrainé par quelqu'un. Quand on est une association, je vous ai parlé de l'appel à projet que je fais avec la LD. Pourquoi j'ai fait 4 voyages au Gabon? Parce qu'il faut signer des conventions. Parce qu'en tant qu'association, on ne peut pas bénéficier d'aide financière, de l'FB et d'autres. Donc nous sommes obligés de faire des conventions avec nos gouvernements. Encore faut-il qu'ils vous suivent. La dernière rencontre que j'ai eue, c'était avec le délégué spécial, M. Rato Chombo, en mai dernier, quand le président de la transition est arrivé. Il était très emballé par mon projet. Il a proposé de signer une convention avec moi, parce que je suis habituée aux conventions, et après ça, je n'ai rien, mais là, j'espère. Dans cette convention, en fait, les mairies ne peuvent pas me financer, mais ce qu'ils peuvent faire, c'est de m'octroyer les locaux gratuits, sur tous les étendues du territoire. Je suis en état de lecture de la convention, parce que celle de Port-Gentil est déjà arrivée. Donc en gros, c'est un projet qui me tient beaucoup à cœur. Je ne le fais pas parce que j'ai été étudiante boursière. À l'époque, ma bourse était de 325 €, c'était rien, franchement. Donc, et l'engagement décennal, je l'ai signé, mais je suis restée aussi. Mon père est mort pour avoir remboursé. Mais c'est pour dire qu'on ne reste pas forcément de gaieté de cœur. Et aujourd'hui, quand on travaille, pour vous, j'ai un fils de 25 ans qui est ingénieur dans le cinéma d'animation. Et mon fils m'a fait la réflexion, mais maman, tu veux rentrer au Gabon et moi je fais quoi? Parce que ce métier, on ne le connaît pas au Gabon, on ne le connaît pas encore. Et ça, c'est pas que le cas de mon fils, non, c'est le cas de beaucoup d'étudiants qui ont des bourses gabonaises, mais qui, on est tellement en avance ici en France que quand on rentre dans notre pays, on n'a pas de quoi répondre à cette demande. Et c'est vrai, c'est une réalité, c'est triste. Voilà. Donc moi, c'est ce que je voulais partager avec vous. Voilà. Qu'est-ce que je peux rajouter? Je pense que j'ai tout dit. Si vous avez des questions, je pourrais y répondre. Merci à vous. Et tout est clair, Gab Campus, clair du cristal, parfait. Madame Gary. Merci beaucoup et merci à Joël pour cette belle intervention. Je vais quand même commencer à répondre, même si on aura sans doute un peu plus de précision avec l'attaché douanier par rapport aux questions de l'entrepreneuriat et comment ça se finance, mais les nouvelles autorités sont en train de mettre en place, c'est pas totalement en fonctionnement, en tout cas un fonds, soutenir les banques pour qu'elles puissent justement soutenir les jeunes entrepreneurs. Vous avez dû entendre qu'on a mis en place les taxis Gab, là, c'est justement dans cette volonté d'encourager les jeunes Gabonais à entreprendre et à réussir par eux-mêmes. Donc je voulais vraiment dire que, ok, c'est pas encore bien parfait, mais les autorités gabonaises veulent pousser à ça. Par rapport à l'orientation, oui, moi aussi j'étais un peu stupéfiée de voir qu'il n'y a plus de CDI, voilà, qu'on avait quand on était au lycée. Mais par rapport aux boursiers, donc tous les boursiers doivent le savoir, je pense, ils n'ont pas pu avoir leur bourse s'ils n'avaient pas de fiche SOSU. Donc on demande d'avoir une validation de son orientation avant d'avoir la bourse. Donc il y a quand même au moins ce petit travail, hein, il n'est pas peut-être encore totalement
bien efficace, mais on a ce schéma à passer avant d'avoir sa bourse. C'est donc l'organisme SOSU. Monsieur Djambou, il a peut-être pas, son mot, il a peut-être répondu en disant on n'a pas un guide, peut-être comme vous le souhaitiez, mais il y a deux guides, en gros, on va dire en ce moment. Il y a le guide que Campus Monde doit générer pour tous les étudiants boursiers. Il y a un guide quand vous arrivez et on vous dit les procédures, ce que vous devez avoir sur le comme administratif et comme et donc Nancy, en plus, comme elle est étudiante, elle pourra vous donner plus de précision, mais il y a un guide qui est mis en place en digital. Il a même mis en physique, hein, il y a le digital aussi. Et nous, à l'NBG, il y a la directrice de la coopération qui a essayé cet été, c'était pas totalement encore finalisé. Il faut vous dire aussi qu'à l'NBG, il y a eu une nouvelle équipe qui a été mise en place en janvier, en décembre, mais fonctionnellement vraiment en janvier. Il faut vous dire aussi au Gabon, il y a eu un changement, hein, il y a eu au cours de la libération, donc il y a des nouvelles autorités. Donc tout ce qu'on a mis en place, soit c'est en cours, soit c'est encore en réflexion, mais il y a quand même des envies et il y a un travail qui est amorcé, c'est pas totalement achevé, mais donc la directrice de la coopération à l'NBG est en train de travailler à mettre en place un guide de l'étudiant pour que justement vous ayez tous les éléments pour savoir ce qu'il faut faire quand on arrive dans un pays, déjà avant de quitter le pays ce qu'il faut et quand on va arriver dans le pays ce qu'il faut. Si moi je suis ici avec l'étiquette de la NBG, c'est parce qu'on s'est bien sûr rendu compte que quand on avait le conseiller culturel c'était bien, mais peut-être que des fois le lien avec la NBG au pays, la proximité avec l'étudiant pouvait être un peu plus difficile. Donc la NBG voulait mettre en place justement des agents dans différents pays pour que justement vous puissiez avoir un répondant lorsque vous vous retrouviez en difficulté par rapport à la bourse ou par rapport à la vie étudiante dans le pays où vous étiez. Donc j'espère que j'ai pu apporter quelques compléments d'informations par rapport à l'intervention de Mme Joktan. Dans tous les cas, on essaie au mieux de travailler à répondre aux besoins des étudiants. Et si je peux apporter aussi des précisions par rapport à ce que Mme l'ambassadeur a dit, on est sûr que vous n'avez pas, non seulement vous n'avez pas le droit, quand vous avez une bourse, de changer l'orientation, mais vous n'avez même pas le droit de changer de ville. Je suis à Lille, je fais le droit, je dis tout d'un coup je vais aller à Paris faire le droit, on vous interrompt votre bourse. C'est une ville, un établissement, une bourse. Actuellement c'est ça. Ça c'est même cycle, c'est-à-dire oui. Si on passe la licence au master, non, je parle, vous êtes venu pour la licence. Vous avez commencé, vous avez eu la bourse pour l'université de Lille. Vous avez fait la première année, vous dites finalement Lille c'est pas intéressant, j'aime bien Paris, je veux continuer à faire mon droit, je vais à Paris. On vous coupe votre bourse parce qu'on vous a donné la bourse pour l'université de droit de Lille. C'est que nous on doit suivre nos étudiants aussi. On doit suivre nos étudiants, on a le travail avec Campus France, on vous dit que tous les changements que vous faites, c'est un travail derrière aussi. On va juste garder le temps de questions pour la fin et passer la parole donc, à Madame Delika. Bonsoir. Bonsoir à toutes et à tous. Je vais me représenter. Je suis Nancy Delika, doctorante en sciences de l'éducation à l'Université de Bordeaux, chargée d'enseignement à la faculté des sciences de l'éducation à l'IRT statutaire. Bon, j'interviens ici sur la notion d'orientation parce que j'ai fait le constat en tant que sociologue de l'éducation formée au Gabon que un peu l'amalgame entre la question de l'orientation et de l'affectation. Le SOSUP, via l'ANBG et via les conseillers d'orientation psychologues que nous avons dans nos établissements, malheureusement, n'orientent pas les étudiants, ils les affectent. Et ça, c'est très dangereux. Parce que quand on parle d'orientation, on doit d'abord parler de ressources. Ce sont les ressources qui déterminent l'orientation. Quand on parle d'orientation, on doit se poser 3 questions fondamentales. Pourquoi je m'oriente là-bas? Avec quels moyens et pour quels objectifs? Donc, on doit se poser la question des enjeux de la formation. Et les enjeux de la formation, on en a plusieurs.
là où je souhaite aller poursuivre mes études, à la fin de mes études, est-ce qu'il y a une inflation de diplôme par exemple là-bas? Est-ce que c'est nécessaire pour moi de m'orienter par exemple à la faculté de droit, quand je sais que la faculté de droit de l'université Omar Bongo par exemple accueille 1500 étudiants? Si 1500 étudiants au bout de 5 ans sont détenteurs d'un diplôme de droit, est-ce qu'on a au moins 500 entreprises qui peuvent accueillir les 1500 étudiants? C'est la question qu'un étudiant doit se poser ou un post-étudiant doit se poser. C'est-à-dire, il doit faire le diagnostic d'abord en termes d'enjeux de la formation. Qu'est-ce que mon pays offre? Qu'est-ce que mon pays a déjà en termes d'expertise? Et qu'est-ce que mon pays n'a pas en termes de besoins? Ensuite, on fait un diagnostic sur soi-même. Est-ce que j'ai les moyens de ma politique? Les moyens de ma politique, c'est quoi? Ce sont les ressources. Est-ce que du point de vue financier, par exemple, j'ai les ressources? Si j'ai les ressources, oui, je peux m'engager dans ce projet ambitieux. Est-ce que j'ai les facultés intellectuelles? Parce que ne va pas à la fac de droit celui qui n'a pas au minimum quelques petites notions de droit. Ce qui fait quoi? Ce qui fait que quand on arrive à l'université Omar Bongo, je ne veux pas de l'université Omar Bongo parce que je suis passée par la seconde Harvard du Gabon et j'ai plus d'expérience avec cette université-là qu'avec les autres universités, même si je me retourne en France aujourd'hui. Est-ce que quand j'arrive à l'université Omar Bongo, quand je regarde par exemple les contenus de formation, moi qui ai un bac B, je peux m'en sortir à la faculté de droit ou par exemple à la faculté d'économie? Parce que ce qu'on fait par exemple en première B au Gabon, qui est une première ES en France, donc économique et littéraire, voilà, c'est pas de l'économie, c'est des sciences sociales. Donc on est plus dans ce qu'on appelle sociologie, psychologie, anthropologie. On va étudier les auteurs comme Bourdieu, Karl Marx, et quand on arrive à la fac d'économie, on ne parle pas de Bourdieu là-bas. On parle des mathématiques. Donc on fait le diagnostic de ça aussi. Est-ce que j'ai les ressources? Oui, j'ai les ressources. Une fois qu'on fait ce diagnostic-là, on va identifier maintenant les écoles, les universités qui offrent ces formations. Alors, pour ceux qui veulent venir en France, là je vais laisser le cas du Gabon parce que c'est en plus, voilà. Pour ceux qui veulent venir en France, il faut savoir quand vous allez sur votre site Campus France là, parce que Campus France c'est quoi? Campus France c'est une plateforme qui a deux objectifs. Celui d'abord de gérer le flux migratoire estudiantin. Donc il veut savoir combien d'étudiants internationaux rentrent sur leur territoire. Et celui de faire la promotion de l'enseignement supérieur français à l'étranger. Donc ils veulent aussi vendre leur éducation en dehors de la France. Voici l'objectif de Campus France. Ensuite, on a la législation française qu'il faut connaître. C'est important lorsque je m'engage dans mon orientation. Je vais étudier dans quel pays, comment est-ce que l'éducation est régie dans ce pays. En France, ou encore au Gabon par exemple, c'est la loi 21/2011 qui régit l'orientation et la formation. Normalement, tout étudiant gabonais qui se respecte devrait au moins prendre connaissance de la loi 21/2011 pour savoir que voici ce à quoi je vais m'engager. En France, c'est le code de l'éducation. Et à l'intérieur du code de l'éducation, vous allez avoir les différents types de contrats. Là, je m'adresse aux étudiants qui choisissent l'enseignement privé. Parce que force est de constater que de plus en plus d'étudiants s'orientent vers le privé. Qu'est-ce que la loi ou encore qu'est-ce que le code de l'éducation en France dit sur l'enseignement privé? Déjà en termes d'ouverture, toute personne morale a le droit d'ouvrir un établissement privé en France s'il remplit les conditions. Le droit d'ouvrir un établissement en France ne vous donne pas l'habilitation à délivrer des diplômes. D'accord? L'éducation en France étant un domaine de souveraineté nationale n'est pas confiée comme ça aux mains d'une entreprise privée. Voici pourquoi l'État, via le code de l'éducation, va mettre des normes. Vous avez deux types de contrats en ce qui concerne l'enseignement privé en France. Vous avez ce qu'on appelle le contrat d'association simple, ce qu'on va trouver généralement dans le premier cycle de l'enseignement, donc primaire, secondaire et lycée. Et vous avez le contrat d'association, ce qu'on appelle au Gabon le contrat de reconnaissance d'utilité publique. On trouve ça généralement, pour prendre le cas de l'enseignement du premier degré, c'est Doué, Dabani, Bessieux, Kouabel. Ce sont les établissements qui ont la reconnaissance d'utilité publique. La reconnaissance d'utilité publique engage l'État. Ça veut dire qu'une partie, par exemple, du financement de ces établissements-là est supportée par l'État. Donc, ils bénéficient des subventions de l'État
ils ont le fait de la reconnaissance d'utilité publique. En France, seuls les établissements avec un contrat d'association ont les subventions de l'État. Maintenant, quelqu'un dit des diplômes. Il ne suffit pas d'avoir une reconnaissance d'utilité publique ou un contrat d'association avec l'État pour avoir un diplôme. Il faut, à côté de ça, avoir l'habilitation à délivrer les diplômes. Toutes les écoles privées en France n'ont pas l'habilitation à délivrer les diplômes parce que c'est le recteur de l'académie qui décide en fonction des caractéristiques de l'établissement de vous donner l'habilitation à délivrer les diplômes. Voici pourquoi vous vous retrouvez pour certains avec des diplômes qui ne sont pas reconnus par l'État. Ce n'est pas reconnu par l'État parce que l'État n'avait jamais délivré à cet établissement-là la reconnaissance d'utilité publique, l'habilitation à délivrer les diplômes. Normalement, sur votre compte Campus France, quand vous allez, il y a des signes qui vous montrent que cet établissement-là, je ne m'engage pas. Ensuite, il y a les certifications RNCP. Faites attention. Une certification RNCP, ce n'est pas un diplôme. D'accord? Ce n'est pas un diplôme. Et beaucoup d'établissements privés en France, notamment les écoles de commerce et autres là, ont ce qu'on appelle la certification RNCP. Les refus de visa parfois étudiants parlent du fait que une certification RNCP n'est pas qualifiée comme une formation diplômante. À partir de cet instant, quand vous faites la demande de titre de séjour, vous n'êtes pas considéré comme un étudiant. Vous êtes considéré par exemple comme un professionnel qui souhaite juste aller faire une formation dans un domaine bien précis. Je prends le cas simple. Un médecin par exemple qui a fait ses études de médecine et décide par exemple de pratiquer l'épilation au laser dans son cabinet. Pour qu'il pratique l'épilation au laser, il faut qu'il aille se former au laser. Donc il faut qu'il ait la certification qui atteste qu'il peut utiliser le laser pour venir appliquer. Donc pour faire un certificat RNCP, il faut d'abord être détenteur à minima du premier diplôme universitaire qu'on appelle la licence. D'accord? Donc je le conseille souvent aux étudiants de faire ceci. Maintenant, en ce qui concerne les choix des établissements et tout ça, c'est toujours en fonction de ses ressources. D'accord? Je veux aller à la faculté des lettres de l'université de la Sorbonne. Est-ce que je remplis les critères? Donc je vais commencer à prospecter, c'est-à-dire je regarde la faculté des lettres de la Sorbonne et tout, je vais faire les lettres. Quand je vais regarder l'université, chaque université en France, parce que pour ceux qui ne savent pas, la France est une république qui fabrique des héritiers. Et chaque université en France a un caractère propre. Comment je fais pour être accepté à l'université de la Sorbonne? Je dois connaître le caractère propre de l'université de la Sorbonne. C'est la meilleure université en France en matière de lettres. Quand je vais écrire ma lettre de motivation, je vais rappeler que si j'ai choisi l'université de la Sorbonne, c'est parce que, en dépit du fait qu'on fait les lettres dans les universités, la Sorbonne est la meilleure université en matière de lettres. Ça, évitez de faire vos lettres copier-coller qu'on reçoit tout le temps quand on machin et puis on se rend compte que 3 étudiants abonnés avaient pratiquement la même lettre de motivation. La lettre de motivation que vous envoyez doit correspondre au caractère propre de l'établissement que vous avez sollicité. Je ne sais pas si j'ai été précise et concise. Je vous remercie. Si vous avez des questions, je vous remercie. Le micro, Madame Delika, vous avez parlé d'éléments assez importants, la loi 21-2011. Si vous pouvez juste rapidement nous dire autour de quoi elle s'articule. Alors, la loi 21/2011, c'est la loi qui régit l'éducation et la formation au Gabon. Donc, c'est à l'intérieur que vous allez voir que l'école gabonaise est gratuite, obligatoire jusqu'à l'âge de 16 ans. C'est à l'intérieur que vous allez voir les différents partenariats que l'État a avec l'enseignement privé. C'est à l'intérieur de la loi 21/2011 que vous allez voir, on appelle ça comment, les différentes caractéristiques, on va dire quoi, des établissements qu'on a au Gabon. En fait, c'est la loi qui régit ici. L'AMPG refuse de vous donner la bourse. Ben, vous allez prendre, à côté du décret, le dernier décret qui est sorti, j'espère que vous avez des étudiants, vous allez prendre la loi 21/2011 pour savoir si l'État a le droit de continuer à payer la bourse ou pas et sous quelles conditions. Donc moi j'invite les parents, les élèves à se procurer de ce texte. En France, les parents d'élèves, ils ont le code de l'éducation. Intéressant. Avant de prendre 2-3 questions rapidement,
Habilitation à délivrer les diplômes, qu'est-ce que c'est? On a déjà Registre national des certifications professionnelles, c'est ça, RNCP. Habilitation à délivrer les diplômes. Comment est-ce qu'on identifie? Sur quoi on peut s'appuyer pour savoir que l'établissement que j'ai trouvé sur Facebook a l'habilitation à délivrer un diplôme? Normalement, lorsque vous avez la carte, quand vous postulez pour un établissement, il vous envoie un certain nombre de documents. D'accord? Lorsqu'il vous envoie un certain nombre de documents, vous allez voir normalement la loi, vous allez voir, on vous rappelle un certain nombre de lois. On vous rappelle par exemple le Code de l'éducation 2018, ceci, on vous rappelle par exemple la loi telle. Bon, je n'ai pas les numéros de loi parce que la législation française, et j'étudie en haut parce que j'enseigne en France, d'accord, donc là je n'étais pas préparée. Mais pour savoir qu'un établissement à l'habilitation à délivrer des diplômes, normalement vous n'aurez plus la mention RNCP. Si vous voyez que c'est la mention RNCP, c'est que vous êtes d'emblée dans une école qui délivre des certificats de formation. Et je peux vous garantir qu'en France, les établissements privés supérieurs qui délivrent des diplômes, ce sont les universités catholiques. Merci beaucoup pour ces informations. On retiendra ces mots-clés. On passe à la question nom, prénom, profession et la question. Donc, je suis Jean Dylan, je m'étais déjà présenté, alternant, ingénieur IA junior, donc étudiant encore. Donc, moi j'ai 3 ou 2 questions. Une question pour Madame Joël, une pour Madame Ngari et aussi. Donc, pour Madame Joël, ma question est de savoir quelle est aujourd'hui la valeur ajoutée de Gap Campus. Est-ce qu'il y a des évolutions en vue? Et quelles sont ces futures évolutions? Qu'est-ce que Gap Campus va devenir, par exemple, d'ici 5 ans? Est-ce qu'il y a des fonctionnalités, par exemple, une centralisation des informations qui permettent à tous les étudiants de comprendre peut-être le processus d'intégration en France, etc. Est-ce qu'il y a des éventuelles avancées dans le futur? Ensuite, j'ai une autre question qui concerne justement Madame Gary et Nancy. C'est à l'idée des certifications justement, parce que moi je sais exactement qu'aujourd'hui il y a beaucoup d'écoles en France qui délivrent en fait des certifs qui ne sont pas des diplômes, et en plus des masters en fait, des masters qui sont aussi des labels, voilà, qui ne sont pas des diplômes. Il y a plusieurs Gabonais qui sont dans cette formation-là et que l'État finance justement. Et moi ma question c'est de savoir quel est le processus mis en place justement pour pouvoir contrôler ça, parce que ça ne sert à rien qu'un étudiant gabonais quitte du Gabon pour venir apprendre en France, pour venir avoir un master, pendant que l'État finance ces formations-là pas plus de 5 ans, peut-être 3 à 5 ans, et à la fin, quand un label, mais qui n'est pas un diplôme finalement. Donc, est-ce qu'il y a un suivi préparé voilà, par l'État sur cette Merci. Donc, question 1 pour appeler à Mme Pou. Quelle est la valeur ajoutée de Gap Campus? Alors, il faut savoir que Gap Campus s'occupe essentiellement d'orientation. Et l'orientation, c'est la base, et c'est l'un des facteurs qui pourra, à l'avenir, éviter le décrochage et l'échec scolaire. Il faut savoir que dans notre projet, nous offrons effectivement des outils autant pédagogiques que culturels, donc en ce qui concerne la promotion de la lecture, mais aussi les ouvrages pédagogiques, puisqu'aujourd'hui, vous savez, vous n'avez pas de bibliothèque. Et je sais qu'aujourd'hui, pour avoir des livres, il faut aller à la gare aussi, ce qui est quand même assez désolant. Donc nous, ce qu'on veut faire, c'est de réduire l'échec scolaire. Je vous ai parlé de 41% de taux de redoublement, 70% de taux de scolarisation. Aujourd'hui, nous, dans ce projet, si j'ai pu effectivement concourir à l'appel à projet de l'AFD, c'est parce que mon projet répond à l'ODD 4, qui est l'objectif de développement durable de l'ONU, donc pouvoir apporter une éducation à tous, mais de manière équitable. Donc l'objectif, c'est que la jeunesse gabonaise on ne puisse plus être à 36% de réussite au bac, mais à 80 voire 90% dès le premier tour. L'objectif, c'est que la jeunesse puisse être formée, qu'elle puisse être effectivement outillée pour qu'à long terme, on puisse, comme ma collègue l'a dit, postuler à la Sorbonne et pourquoi pas dans d'autres universités américaines et ne pas forcément partir avec un déficit parce qu'à la base, nous n'avons pas ce qu'il faut.
Donc à long terme, nous avons un partenariat également avec Nadia Orlego, je ne sais pas si vous la connaissez, l'école La Deuxième Chance. On ne s'occupe pas forcément que des collégiens, des lycéens et des étudiants, mais aussi de toutes ces personnes-là qui sont en décrochage scolaire, qui sont en abandon, parce qu'on a un travail aussi d'entrepreneuriat derrière. Donc à long terme, c'est qu'on veut effectivement que l'éducation gabonaise retrouve ses lettres de noblesse. Merci. Donc, pour répondre brièvement, donc, quel est le processus pour contrôler la crédibilité des labels Master, NCP, tout et autres? Qu'est-ce que l'ANBG, qu'est-ce que les autorités, qu'est-ce que les institutions ont mis en place? Est-ce qu'il y a même peut-être un site internet où on voit ce logo-là, cette appellation-là à barrer? Concentrez-vous sur X appellation, Madame Gary. Le processus qu'on est en train de mettre en place et que les étudiants ont pu voir déjà, c'est vraiment de conventionner les établissements qui vont pouvoir, où nos étudiants pourront aller se former. Donc normalement, très bientôt, vous ne pourrez pas demander une bourse si vous répondez à nos critères à nous. Donc c'est en cours. Même cette année, il y a des étudiants qui avaient des bugs, justement, ils n'arrivaient pas à demander leur bourse parce que, mais bon, l'établissement ne rentre pas. On a été sous parce qu'on mettait en place le process, mais très très bientôt, vous ne pourrez pas vous demander une bourse pour un établissement que nous n'avons pas conventionné. Et donc dans ce cas-là, on fera justement ce contrôle-là. C'est en cours. Et si moi je peux conseiller quelque chose aux étudiants et recommander à ceux qui sont encore au Gabon, la chance, c'est que la France a déjà fait un peu le travail par Parcoursup. Donc, si normalement, dans Parcoursup, vous avez les informations par rapport aux établissements. Donc, faites confiance à Parcoursup. Vous saurez que vous pouvez vous inscrire ou pas. Mais dans tous les cas, l'objectif, c'est vraiment que les étudiants ne nous ramènent plus les préinscriptions parce qu'on sait qu'il y a des étudiants, au bout du bout, qui veulent tellement sortir du Gabon qu'ils acceptent la première préinscription qu'ils ont. L'objectif, ce n'est pas de sortir du Gabon, l'objectif, c'est de se former et on va travailler à ce que les établissements qui forment nos enfants soient des bons établissements reconnus par l'État français, aussi accessoirement par notre État. Merci. Bonsoir, je m'appelle Gaëlle. Justement, par rapport aux questions des diplômes qui ne sont pas reconnus, moi, je ne suis pas boursière. Je suis venue en France dans l'optique de finir mes études. Et malheureusement, je n'avais pas l'opportunité d'avoir un accompagnement, d'être suivie et de justement ne pas tomber dans ce piège des établissements qui donnent des diplômes qui ne sont finalement pas reconnus. Ce qui fait que j'ai pu finaliser mes études et apparemment, enfin, c'est pas que c'est pas reconnu, c'est reconnu, mais moi je m'interroge plus maintenant sur la portée de ces diplômes parce que c'est vrai, vous mettez en place un contrôle. En amont, maintenant, les personnes détentrices de ce diplôme, quelle est finalement la portée de ces diplômes et quel avenir finalement donner à ces diplômes par rapport aux étudiants qui ont financé leurs études, dont j'en fais partie. Merci. Très bonne question. Maintenant, là, on n'est plus dans la prévention, la sensibilisation. On se retrouve avec des titres qui ne sont pas peut-être valables pour le marché de l'emploi gabonais. Qu'est-ce qu'on fait? Alors, je ne sais pas si c'est pas du tout valable pour le marché de l'emploi gabonais. C'est qu'au Gabon, on a tendance à dire, on regarde les diplômes avant. Il y a eu l'intervention tout à l'heure par rapport au projet professionnel. Ce que moi j'ai retenu, c'est qu'il faut se dire que dans tous les cas, lorsqu'on a appris, on a déjà une base pour s'adapter à quelque chose. Le Gabon était un petit pays qui est en développement. Il ne faut pas se dire, on ne pourra pas aller. Donc, si la question c'est est-ce que nous, on pourra se retourner contre ces établissements, on ne pourra pas. Je préfère être honnête. L'État gabonais ne se retournera pas vers les établissements ici, parce qu'en plus c'est un étudiant qui n'est pas boursier. Et si l'étudiant était boursier et qu'on allait l'inscrire, la faute à l'ANBG. Je veux dire, on va pas. Par contre, moi, ce que je voudrais, dans ton cas, toi, surtout à les étudiants en général, hein, donc. C'est plutôt de se dire, c'est pas parce que j'ai pas un diplôme reconnu que je ne peux pas travailler au Gabon. Parce qu'au Gabon, tout est à faire, donc on a toujours sûrement une possibilité. On ne pourra pas aller faire les concours de la fonction publique qui dit il faut avoir la licence, le master, mais par contre, on pourra faire quelque chose. Et parfois, dans le premier, il faut montrer juste ce qu'on peut faire lorsqu'on construit son CV et lorsqu'on écrit sa lettre de motivation. Donc on ne se décourage pas, on va chercher le travail, on pourra le trouver, même si ce sera beaucoup plus difficile de quelqu'un qui a quelque chose de classique. Merci pour cette réponse. On va prendre la dernière question. Attends, s'il te
te plaît, je vais ajouter quelque chose. C'est important de dire que vous ne pouvez pas travailler, d'accord? Sauf que il faut savoir que en termes de portée, c'est pas la même chose qu'un diplôme. Généralement, les écoles privées qui ouvrent des formations ont déjà des partenariats avec des entreprises, d'accord? Voici pourquoi vous avez des alternances facilement et tout ça là, et vous travaillez. Sauf que votre domaine maintenant en termes de comptabilité reste réduit. Parce que lorsque vous allez arriver par exemple dans une entreprise un peu plus grosse, avec plus d'exigences, la certification ne va plus suffire. Donc ça ne veut pas dire que vous n'allez pas travailler. Madame Delika n'a pas dit ça ici. Ce que je tente de vous dire ici, c'est que c'est des couteaux à double tranchant. Ça veut dire quoi? Parce que dans ces catégories d'enseignement privé qui ont, on appelle ça comme une certification RNCP, votre collègue parlait tout à l'heure des masters, ce n'est pas des masters qui délivrent, d'accord? Ils vous délivrent par exemple, si vous faites le niveau 7 de la certification, vous avez un niveau équivalent à celui qui a un diplôme de master. Moi, j'enseigne à l'IRPS, d'accord? L'IRPS, c'est l'Institut du travail social, c'est ce qu'on appelle le Gabon INSAS. C'est là-bas on forme les éducateurs spécialisés, les assistantes sociales et tout ça. L'INSAS du Gabon a un partenariat avec l'IRPS de Poitou-Charentes et l'IRPS de Bordeaux. D'accord? Ce sont des fonctionnaires. En fait, ce sont des gens qui travaillent déjà en entreprise et qui vont à repartir pour prendre d'autres compétences qu'on n'avait pas. Par exemple, au Gabon, quand on a ouvert l'École nationale des sourds qui était censée être IME, on envoyait effectivement, on mettait ce qu'on appelle les fonctionnaires, on appelle la mise à disponibilité. Donc on les envoyait par faire leur formation et ils venaient. Généralement, ce sont dans ce type d'école-là qu'on délivre des certificats RNCP. Donc parfois, ces écoles dans lesquelles vous partez peuvent avoir des partenariats directs, soit avec des entreprises ou avec des collectivités locales ou avec même des ministères. Ça peut être le ministère de la Santé, ça peut être le ministère de la Formation professionnelle, ça peut être le ministère de la Culture, d'accord? Sauf que ça ne vous donne pas d'emblée le statut d'étudiant, mais ça peut effectivement vous garantir un emploi et tout ça. Mais je vais chuter en disant ceci, je suis désolée, c'est important en disant ceci. Quand on est étudiant gabonais et qu'on sort du baccalauréat, je déconseille les écoles avec des certifications RNCP. Il vaut mieux d'abord avoir le premier diplôme universitaire et s'orienter vers ces écoles-là. Voilà. Merci pour ce complément. La dernière question, parce qu'il est déjà 21 minutes. Bonjour, je suis Emmanuel Aizé, étudiant en bachelor en business et administration. Je voulais relancer Madame Gary concernant tout ce qui est reconversion et changement de filière en fait. Et oui, c'est bien sûr important de finir ses études dans de notre pays, ce genre de choses. C'est-à-dire qu'il arrive que l'on ne soit plus à l'aise dans la formation que l'on fait actuellement, on n'est pas épanoui. Et côté de l'ANBG, de Campus France, c'est comme si on parlait à un mur, de temps en temps on envoie des messages, on n'a aucune réponse. Nous, quand on envoie des nouvelles réinscriptions, on n'a toujours aucune réponse sur ce qu'il faut faire pour se reconvertir. Du coup, je voulais savoir s'il y a une procédure fixe et déjà établie pour guider ceux qui seraient dans cette démarche actuellement de reconversion, de changement de filière. Ce que j'ai apporté la réponse, c'est pas une réponse qui va vous plaire, hein, mais... Alors, si on a obtenu une bourse pour un établissement et pour une ville, on n'a pas le droit de changer d'établissement, de ville pendant le cycle où on a été inscrit. Évidemment, dans tout ça, il y a des exceptions. Imaginons que, je ne sais pas, il y a eu ce qui s'est passé au Maroc, il y a eu, comment on appelle ça, il y a eu une catastrophe naturelle, il y a eu les problèmes qui sont passés en Ukraine. Donc, il peut y avoir des cas spécifiques. Un étudiant qui s'est retrouvé malade, pas bien du tout, parce qu'il s'est retrouvé en France dans une ville où il s'est senti isolé, quelque chose de vraiment grave, on peut étudier au cas par cas. Mais la règle, c'est une bourse, une ville, un établissement. Et quand on change le cycle, il faut 2 réussites. Quand on change j'ai décidé de le changer,
de réussite et ils ont réussi avec 14 de moyenne. C'est ça la raison. Merci beaucoup. On va accompagner nos différents panélistes pour un tournoi d'applaudissements. Je voulais juste demander à Madame Marie de rester avec moi. On va tellement